Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Comment se passe l'après-Covid pour les commerçants, que ce soit les restaurants, les magasins de vêtements ou encore les salles de sport? On va en parler avec vous, 0826 300 300. Et puis avec ceux qui sont directement concernés. En ligne avec nous, Olivier Moret, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Ludéric. Le groupe Ludéric possède plusieurs restaurants à Paris, le Crystal Room Baccarat, le Mini Palais, le Ralph, l'Ami Louis. Dites-moi comment ça s'est passé pour vous, la reprise? Ça dépend de la typologie des restaurants. Les restaurants qui bénéficient d'une terrasse, il y a eu un véritable appel d'air, sans jeu de mots, le jour où on a ouvert les terrasses. Et c'est vrai qu'il y a eu vraiment beaucoup de monde. Et ça a continué comme ça. Les restaurants qui n'ont pas de terrasse, c'est plus difficile et plus délicat. Le jour de la réouverture, ça a bien marché et ça a été un petit peu un soufflet. Chez nous, ça a beaucoup rebaissé les restaurants où il n'y a aucun accès sur l'extérieur. Oui, et d'une manière générale, à Paris, qu'est-ce qu'on observe? Parce qu'il n'y a plus de touristes, il n'y a pas de touristes. C'est très clair. Les restaurants qui marchent très bien, enfin, je touche du bois, mais tous nos restaurants marchent plus ou moins très bien. Ils sont complets à midi, complets le soir, mais il se passe rien. Il n'y a pas de second service, il n'y a pas de seconde vague le soir. Il manque, si vous voulez, par exemple, on a un restaurant, le Boulevard Saint-Germain, je peux le citer, le Ralph, où il y a beaucoup d'étrangers, d'Américains, de tout, des Chinois, des trucs. Donc, on fait un service à midi qui est vraiment complet, mais à 2h15, 2h30, où les gens doivent retourner au bureau, il n'y a plus personne. Il y a un petit peu de monde. Alors que normalement, on sert toute la journée en continu. Et ça, c'est plus ou moins identique dans tous les lieux. Oui. Comment est-ce que le comportement des consommateurs a changé? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont plus économes? Ils font plus attention à ce qu'ils prennent, à ce qu'ils commandent? Oui, très certainement. Et nous, d'ailleurs, pour la réouverture, on a voulu baisser tous les prix. Je trouvais que c'était de meilleur goût, si je puis dire. Et on a baissé vraiment les prix. Et les gens font plus attention. Je trouve que les gens consomment peut-être moins d'alcool également. La moyenne des additions a baissé, c'est exact. Et on a l'impression que les gens sont plus vont nous demander, je sais pas si dans un des restaurants il y a de la burrata, mettons, ils vont nous demander mais d'où vient-elle? Vous voyez, avec toutes les émissions de télé, durant le confinement sur les recettes, tout ça, les gens sont très à vouloir avoir des renseignements sur les recettes ou comment ça se fait. C'est ce qui est assez c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Oui, totalement. Ça, c'est incroyable. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens sont plus sourcilleux sur les prix parce qu'ils voient les ingrédients, ils se disent mais comment quand j'achète le meilleur filet, ça vaut j'ai à la boucherie pour 9 €, là vous le vendez 20 ou je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gens analysent les prix maintenant. Ça c'est marrant. J'avais pas imaginé ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à faire les courses du coup pendant le confinement. Je pense que c'est ça. Mais vous savez, il y a eu un nombre d'émissions. Les gens n'avaient rien à faire chez eux. Il y a eu une espèce d'explosion des émissions de recettes, cuisine et tout ça. Oui, absolument. Et du coup, ils sont très intéressés. Alors, pas tout le monde. Là, je généralise un petit peu, mais ce qui n'arrivait jamais arrive relativement assez souvent. Vous êtes dans la restauration, dans le milieu de la restauration depuis très longtemps. Est-ce que la haute gastronomie, les restaurants étoilés risquent de plus souffrir que les autres? J'en sais rien, mais le fait est qu'il y en a aucun qui est ouvert réellement. Et je crois que même la Monnaie, vous savez, ce merveilleux restaurant de Guy Savoy, il l'a ouvert, il va refermer, m'a-t-on dit là. Parce que vraiment, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de touristes, il n'y a rien. Et je pense qu'ils souffrent beaucoup plus. Et nous, un de nos restaurants qui est comme ça un petit peu upgradé, qui est l'Ami Louis, nous on va refermer parce que ça, vous voyez ce que je veux dire, c'est même un peu contre-productif d'avoir pas des salles complètes. De ne pas avoir des salles complètes, Mais oui, le restaurant c'est quand même une ambiance et vous voyez, il n'y a pas que la partie alimentaire, c'est un peu le décor, ce qui se passe, quoi. Mais qu'est-ce qui fait que les gens, au-delà des touristes, ne reviennent pas au restaurant? Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi de la peur d'être confiné dans un restaurant? Non, en tout cas pas dans les nôtres, pas du tout. Moi, puisque nous, on doit se battre à l'entrée, vous savez, on impose les masques lorsqu'ils se déplacent, mais il y a le nombre de gens qui n'ont pas de masque, qui n'en ont strictement rien à faire. Enfin, vous avez dû vous balader, vous avez vu toutes les terrasses, les gens sont serrés. Ce matin, je suis passé devant des cafés, même les serveurs n'avaient même pas de masque. C'est chose scandaleux d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que globalement, dans la plupart des restaurants, quand on regarde, on voit que tout le personnel globalement est masqué et effectivement demande.
Exactement, mais aujourd'hui, il y a des gens qui respectent même pas ça. Ah non, nous, on ressent absolument pas le côté de la peur, hein, mais vraiment pas du tout. Donc c'est plus économique, oui, c'est plus économique aussi. Oui, une façon de consommer, une façon de vivre. Non, mais c'est très curieux. Et quand même, il y a, vous savez, normalement, même sans parler des étrangers, il y a énormément de provinciaux, énormément de gens qui sont à Paris. Et là, il y en a quand même beaucoup moins. Vous savez, tous les musées sont fermés. Enfin, Rouvre au compte-gouttes. Nous, on a un lieu qui est dans le Grand Palais. C'est vrai qu'il y a rien autour. Généralement, il y a toujours des gens. On les voit arriver parce qu'ils ont des sacs, vous savez, des musées. Et là, il n'y a plus du tout ces gens-là. Il n'y a plus ces gens-là. Oui, hier, je me suis baladée dans Paris et c'est vrai que les restaurants de Saint-Germain-des-Prés sont vides. Les terrasses, bon, il faisait pas super beau hier, mais les terrasses sont vides. Et un restaurateur me disait qu'il avait fait son bilan du mois de juin et qu'il avait moins 40% dans une rue comme la rue de Seine, où ce sont des restaurants où il y a quand même beaucoup de monde. Exactement. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord. Nous, puisque là on a un mois, on est le 2 juillet, je crois. On a eu le mois d'exploitation du mois de juin et on a eu nos résultats là. On est vraiment à moins 35, un petit moins 40, mais du coup. Par bonheur, vous savez, il y a toujours le travail partiel. Nous, on a divisé les équipes par 2. Et c'est vrai qu'on a un peu, très légèrement, dégradé peut-être les hôtesses à l'entrée. Il faut bien réagir, autrement on ne peut pas... Oui, mais et le personnel, donc oui, c'est sûr que Alors, j'ai discuté, moi, avec des serveurs et tout, qui étaient tellement heureux de retourner, de retrouver leur boulot, le restaurant, une gentillesse, d'ailleurs, parfois surprenante à Paris, où on est parfois un peu bousculé, mais c'est vrai que pour le personnel, on peut le dire, la France est je crois, l'un des seuls pays à avoir mis en place ce chômage partiel. En tout cas, ça n'existe pas aux États-Unis, donc ça a permis aussi à l'économie de fonctionner, enfin en tout cas au personnel de continuer à être payé. Ah bah oui. Non, mais c'est un dispositif. Alors je ne sais pas combien de temps ça peut durer, mais ce qui évite effectivement le licenciement. Mais ça c'est clair, net et précis. En plus c'est quelque chose qui est assez simple puisque c'est en fin de mois, on doit déclarer les gens qui ont travaillé, pas travaillé, et c'est un très bon équilibre qui se fait dans les équipes qui comprennent tout à fait. Donc il y en a un certain nombre. Vous voyez, on programme ça en fonction de leur desiderata. Mais aujourd'hui avec un chiffre d'affaires qui est divisé pas par 2, mais par un tiers, au moins un tiers, on est obligé de faire quelque chose sur les salariés. De ce que vous savez, est-ce qu'il y a beaucoup de restaurants qui ont fermé ou qui vont fermer? Alors je ne sais pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent un peu n'importe quoi, un peu n'importe comment, mais c'est certain, mais je sais pas. Vous savez, les tout petits restaurants où il y a un chef avec sa femme ou ce truc, je sais pas. Oui, non, franchement. Ça dépend de la taille du restaurant, j'imagine, et de sa santé financière. Il y a beaucoup d'endroits qui marchaient pas très bien, et ça va être un peu une opportunité, au moins comme ça, intellectuelle, de dire j'ai été obligé de fermer à cause de ce qui s'est passé. Mais il y en a qui n'avaient pas forcément bien, qui vont fermer. Mais moi, je pense qu'avec les dispositifs que le gouvernement a mis en place, normalement, les restaurants ne devraient pas fermer. Il y a 2 mois, on perd 2 mois d'exploitation, mais c'est pas non plus dramatique. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Mais c'est vrai que les structures qui n'allaient pas, elles vont pas aller mieux après. Non. Vous allez rester ouvert tout l'été. Vous espérez qu'il y ait des touristes, des gens qui viennent à Paris? Oui, nous on a repris le modèle qu'on avait initialement. Donc on a un restaurant qui ferme parce que historiquement l'été il ferme toujours. Mais oui, on reprend le même modèle. Et d'ailleurs on a rouvert un peu avec des pieds de plomb, pensant qu'on allait s'enfoncer ou s'embourber. Mais ça n'a pas du tout été le cas de par les mesures qu'on a prises. Donc on est content d'avoir été ouvert en juin. Très bien. Merci beaucoup Olivier Moret, président du groupe Ludéric, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour cette photographie instantanée de reprise de l'après-Covid. Merci à vous. Qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et on est en ligne avec Arthur Benzaken. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et dirigeant de Ken Group. Alors vous êtes un peu notre fil rouge Covid, j'ai envie de dire. Pardon de vous qualifier comme ça, mais c'est vrai qu'on vous a eu au tout début, on vous a eu pendant la crise du Covid. Vous avez mis en place un certain nombre de choses comme des vidéos. Et là, vous avez réouvert vos clubs. Comment ça s'est passé?
Ah, on vous entend pas, alors on va marquer une petite pause pour vous rappeler, ça a coupé, on vous rappelle tout de suite. De retour dans le studio de Sud Radio avec vous et avec Arthur Benzaken, fondateur et dirigeant de Ken Group, plusieurs salles de sport. Bonjour Arthur Benzaken. Bonjour. Je disais donc que vous avez été notre fil rouge, c'est pour ça qu'on vous a demandé de réagir ce matin pendant le Covid où vous avez fermé vos salles, vous avez mis en place comme de nombreuses salles de sport des solutions Internet. Comment s'est passée la reprise? Écoutez, musclé, oui. Mais bon, c'est normal. Ça veut dire quoi musclé? Musclé parce qu'en fait on a forcément rouvert avec des conditions dégradées dans les premiers jours, donc ça a été particulier puisqu'il y avait les saunas hammams fermés, il y avait les douches au départ pas disponibles, mais ça c'était juste le premier jour, et puis voilà, puis le temps que les clients s'habituent, il fallait réserver, et puis en fait chaque jour on a levé un peu plus de restrictions avec les autorités sanitaires et le ministère des Sports. Donc en fait aujourd'hui ça y est, on est à peu près un retour à la normale. Je parle au niveau des prestations. Après au niveau fréquentation on a quand même une érosion. Une érosion de combien à peu près? Vous avez combien de clients en moins? En fréquentation, oui. En fréquentation, aujourd'hui, on est quasiment à 50%. Ah oui. Ouais. Et vous l'expliquez comment? Par le fait que des gens sont toujours en télétravail, c'est-à-dire sont partis loin de leur domicile, ou par la peur? C'est un peu la question que j'ai posée également aux restaurateurs qu'on avait tout à l'heure. Je pense que c'est un mélange de tout ça. On est aussi juste avant l'été. Voilà, on a envie de je sais pas. Vous n'avez pas d'explication. Mais c'est vrai que comment on assure la sécurité, j'ai envie de le dire, dans les gestes barrières dans une salle de sport, comment vous avez mis ça en place? Il y a une distance réglementaire entre deux appareils, comment on fait? Nous, il se trouve qu'on on n'a pas vraiment de sujet. Comme je vous le disais, effectivement, pendant le confinement, c'est vrai que nous, sur un club de 2000 m², on a à peu près entre 1500 et 2000 membres en moyenne. Quand effectivement la majeure partie de l'industrie, c'est surtout composé de low cost, donc ils vont avoir pour la même superficie 8 à 10 000 clients pour la même superficie. Donc eux ont vraiment un sujet pour pouvoir faire respecter les gestes barrières. Nous, on l'a beaucoup moins. Donc vous imaginez en plus avec une érosion de 50% de fréquentation. Bon, tout le monde se sent très largement en sécurité. On a mis des lingettes partout, devant chaque haltère, devant chaque poids, chaque Swiss ball, chaque tapis. Pareil pour le gel hydroalcoolique. On a mis des affichettes partout pour qu'on vive, en fait, tout simplement ensemble dans le bon respect. On fait en sorte que ce soit pas une contrainte, que ce soit juste une nouvelle façon d'avoir des usages. Oui. Vous aviez pendant le Covid et même vous êtes revenu sur cette question de la médiation. Il y a une médiation qui a été lancée par le ministère de l'économie à propos du paiement des loyers pendant le confinement. Il y a un certain nombre de commerçants aussi qui n'ont pas à qui les assureurs disent qu'il n'y a rien à faire, circuler, il n'y a rien à voir. Et là aussi, économiquement, c'est extrêmement compliqué pour un certain nombre de patrons de salles de sport. Oui, alors c'est pas que les salles de sport, c'est un petit peu tout le monde. J'ai bien entendu effectivement l'optimisme de monsieur, qui est le restaurateur qui était juste avant. Ayant beaucoup de restaurateurs autour de moi, ils partagent pas tous son optimisme. Mais parce qu'effectivement, ça reste très difficile. Il y a factuellement une érosion et je vous confirme que la médiation s'est soldée par un échec. Et les assurances continuent à faire sourde oreille. Donc en fait, aujourd'hui, on a une époque où on a vu que dès début juin, on avait le redressement judiciaire de gros mastodontes. On parle pas de petites structures parce qu'en fait, pendant tout le confinement, le sujet, c'était les grosses enseignes, comme si elles avaient les moyens et qu'elles étouffaient les bailleurs. Mais en fait,
Vous voyez ce qui s'est passé, hein. On a La Halle, André, Naf, Célio. En fait, c'est déjà, mais dès début juin, hein, c'est déjà des 50 000, 60 000 emplois qui sont menacés. Oui, bien sûr. Ça va être la rentrée va être certainement extrêmement compliquée. C'est vrai que la problématique des loyers est quelque chose de très important. C'est-à-dire comment on paye un loyer quand on n'a pas de revenus. Quand on n'a pas de revenus en face. C'est effectivement l'équation. Alors on espérait que justement de cette médiation, c'est-à-dire que Bercy se rende compte de ce qui pesait sur les épaules de commerçants qui étaient déjà fragilisés avant. Encore une fois, là je parle pour les commerçants, hein, c'est vrai que nous les salles de sport, on a 10 ans de croissance consécutive et qu'a priori on va repartir, enfin dès qu'on aura le début d'un traitement, on va repartir parce qu'on a à horizon des JO 2024 et puis finalement c'était le seul on va dire traitement viable pendant cette épidémie, c'était d'être en forme. Donc nous on va repartir, mais c'est vrai que on a très peur que d'ici la fin de l'année, on ramasse les corps des entreprises, des commerçants à l'appel. Oui, absolument. Donc, écoutez, il y a une dernière question sur vous avez mis en place, je le disais tout à l'heure, des vidéos. Vous allez continuer. Est-ce que c'est pas une concurrence pour des salles, finalement, que les gens aient pris l'habitude de faire leur gym sur Internet? Alors on sort notre application mi-juillet. Je vous confirme qu'elle est exceptionnellement innovante. Non, c'est pas une concurrence. Nous-mêmes, on fait nos salles. Si vous voulez, pour moi, c'est la même chose que le télétravail. Le télétravail, ça nous aura appris le fait de ça. Effectivement, ça ne sert à rien d'avoir des bureaux aussi grands. Et surtout, il est possible que demain, on ventile un petit peu notre temps. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, je fais 2 jours à la maison, 3 jours au bureau ou 1 jour à la maison. Voilà. Et donc, en fait, mais ça n'enlèvera jamais le bureau. Donc, en fait, c'est à peu près la même chose pour nous, le sport à la maison. C'est-à-dire qu'on a besoin que les gens continuent à bouger, on a besoin de lutter contre la sédentarité, et donc en fait ça permet à ce que des gens tout d'un coup fassent leur sport 1-2 fois par semaine pendant 20 minutes, 30 minutes, une séance chez eux, et puis le reste du temps ils auront toujours la possibilité. Merci beaucoup Arthur Benzaken, fondateur et dirigeant de Ken Group, plusieurs salles de sport dont le Club Med Gym. Merci à vous et bon courage pour la suite. On est en ligne avec Marc Friedman, bonjour. Vous êtes franchisé Lévis à Toulouse, président de la Fédération nationale de l'habillement pour l'Occitanie. Comment ça s'est passé pour les magasins d'habillement ? Comme mon prédécesseur l'a expliqué, le textile est particulièrement touché puisqu'il a cité quelques enseignes et malheureusement on peut se rendre compte qu'au fur et à mesure la liste s'allonge. On est dans un contexte économique toujours très tendu à la veille des soldes. Les restrictions sanitaires freinent à la reprise. Donc tous ces éléments ne sont pas de nature à nous rendre très optimistes. La fréquentation à la reprise de l'après-Covid, ça a donné quoi ? Alors, on a eu une fréquentation, les gens sont venus en ville, on a vu vraiment un besoin de reprendre un petit peu les habitudes, de se réapproprier l'espace public. Les gens se promènent beaucoup, se baladent, mais la consommation est toujours en berne. Vous avez fait le bilan pour le mois de juin ? Alors, après un mois de mai particulièrement difficile, le mois de juin, on assiste quand même à une nette reprise par rapport au mois de mai. On a un différentiel en termes de chiffre d'affaires qui est quand même important. Même s'il reste en deçà de N-1, il s'est quand même redressé. Donc pour l'ensemble de la profession, en gros, je dirais que ça va de 0 à moins de 30 à peu près. Ouais, vous pensez que les annonces de licenciements, enfin les licenciements qui sont annoncés vont avoir un impact direct sur l'habillement, c'est-à-dire que l'habillement va être vraiment, va passer derrière toutes les dépenses de consommation. On pense à Toulouse avec les suppressions d'emplois. Je ne pense pas que les gens aient vraiment la tête à aller acheter des vêtements quand on pense qu'on risque de se retrouver au chômage. Oui, c'est évident. Il y a une crainte aujourd'hui qui est partagée par l'ensemble des Français. On a pu voir pendant la période du confinement les sommes astronomiques, puisque je crois qu'on est à 55 ou 60 milliards d'épargne sur les 2 mois. Aujourd'hui, les annonces, notamment sur Toulouse,
puisque je vous rappelle que nous avons ici Airbus, et qu'Airbus aujourd'hui est fortement menacé, a annoncé 15 000 personnes qui seront mises au chômage, dont 5 000 en France. La ville de Toulouse est particulièrement attentive à cette annonce, et aujourd'hui Airbus sur la région, c'est 12% du bassin d'emploi. Donc il est évident que ce genre d'annonce n'est pas de nature à rassurer le consommateur, qui, comme on l'a vu, épargne. Et à mon avis, on aura à la rentrée en septembre une deuxième vague, mais là je parle d'une vague économique, de gens qui seront sur leur garde, qui le consommeront effectivement pas comme ils l'ont fait auparavant. Oui. Tout à l'heure avec Arthur Benzaken, je parlais d'Internet, des cours de gym sur Internet. Il y a eu aussi beaucoup de commandes qui ont été passées, de commandes de vêtements. Est-ce que ça aussi, ça risque d'être... Vous voyez, il y a Sacha qui nous dit avec le confinement, on a appris à consommer différemment, et en plus, il ne fait pas très beau, où il est en Normandie. Du coup, ça n'incite pas à acheter des vêtements d'été, ce qui est pas entièrement faux. Mais c'est vrai qu'Internet, en tout cas, est depuis un moment une concurrence réelle pour les magasins physiques, et encore plus pendant le confinement. Donc là aussi, est-ce que des habitudes ont été prises à votre avis ? Oui, bien sûr. Internet, avant le confinement, était déjà un réseau de distribution qui était particulièrement performant. On voit bien que le confinement a permis aussi à pas mal de marques de prendre conscience de l'intérêt de ce réseau de distribution, et on ira de plus en plus vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'omnicanal, c'est-à-dire vous aurez des magasins en dur et vous aurez une compensation sur le chiffre d'affaires qui est perdu par les magasins en dur par l'Internet. Oui. Il faut rajouter aussi que 18 mois avant la crise du Covid, nous avons eu les Gilets jaunes. Toulouse est une ville qui a été particulièrement éprouvée par les manifestations. Derrière, on a eu les manifestations de la retraite à l'hiver 2019, le Covid. Vous aviez aussi beaucoup de marques et d'entreprises qui étaient déjà dans une situation très compliquée. Donc le Covid ne peut pas être responsable de tout, surtout quand on parle des différentes mises en redressement judiciaire de Nafnaf, Orchestra, André, enfin toutes les marques qui ont été citées. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon courage pour cet été. Moi j'ai été assez frappée de voir dans Paris, je ne sais pas si c'est le cas chez vous aussi en Occitanie, de voir beaucoup de ventes privées affichées en énorme sur les magasins, ventes privilèges qui sont des soldes déguisés, hein. Oui, nous sommes tout à fait d'accord. Le problème, c'est que les soldes à terme ne valent plus rien dire, puisque dans la période qui précède, chacun y va de sa promotion et automatiquement. J'ai été assez frappé de ça, de voir des appellations différentes de soldes, mais qui revenaient à des soldes avec du moins 50, moins 60%, même hier, un petit peu partout, quoi. Eh ben, écoutez, merci Marthe Friedman d'avoir été avec nous ce matin. Donc, je rappelle que vous êtes franchisé Lévis à Toulouse et président de la Fédération nationale de l'habillement pour l'Occitanie.